Bonjour à tous, bienvenue sur En RMS. Alors peut-être vous ne le savez pas, mais votre radio va couvrir les commémorations du 6 juin. Commémoration qui fête les 70 ans du débarquement en Normandie. Donc c'est pourquoi on va vous proposer non pas une, mais deux émissions portant sur la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça va être une émission purement historique qui va mettre d'ailleurs principalement en avant le rôle des civils dans cette guerre. Et la semaine prochaine, nous allons parler plus spécifiquement du débarquement et de l'organisation de ce 70e anniversaire. Donc je laisse la parole à Bertrand pour commencer. Merci beaucoup Julia. Je vais d'abord commencer par un bref récapitulatif historique pour rappeler le début de la guerre et le pourquoi des événements que nous allons vous expliquer. Alors tout d'abord, dans les années 30, il y a une certaine période de confusion dans le pacifisme. Les révolutions bolcheviques en URSS effrayent quelque peu les pays occidentaux. Et pour ces pays occidentaux, la guerre semble le moyen utilisé par les bolcheviks pour s'emparer du pouvoir. Et l'action française, déclarée d'ailleurs en 1936, les bolcheviks ont besoin de cette guerre pour déclencher la révolution universelle. À cette peur bolchevique s'ajoutent les souvenirs et les traumatismes de la Grande Guerre. On se souvient notamment de la conférence de Munich en 1938, où les principaux chefs d'État offrent la Bohème-Moravie à Hitler, tout simplement pour contenir sa politique agressive. Jean-Pierre Azéma analyse le comportement des chefs politiques lors de cette conférence et montre bien que finalement, rien n'était forcément joué lors de la conférence de Munich, car la peur de rentrer en guerre a bloqué de nombreux choix politiques. L'invasion de la Pologne en 1939 provoque l'entrée en guerre des Européens. Néanmoins, la France n'est pas immédiatement attaquée par les Allemands. C'est la drôle de guerre qui s'achève avec l'invasion de la France. Mais alors, comment expliquer ce choc de la défaite ? Selon Philippe Garot, la France est en retard d'une guerre. Il postule que la guerre de 14-18 a marqué durablement les esprits et la stratégie militaire française. Néanmoins, il semble nécessaire de nuancer cette approche. En effet, en termes d'hommes, l'Allemagne dispose seulement de 3 millions de personnes. La France peut en avancer 5 millions. De plus, contrairement aux idées reçues, une politique de réarmement est menée dès le Front populaire. On peut noter cela avec les nombreuses dépenses de guerre qui ont augmenté durant cette période. Nous passons de 20 milliards de francs constants en 1933 à 23 en 1936, puis à 30 milliards en 1938. La défaite s'explique plutôt par deux facteurs. D'une part, une utilisation assez lamentable des chars français. L'état-major ne pense pas à utiliser les chars pour attaquer sur un long terrain. A l'inverse, les Allemands doublent les attaques de chars avec des offensives de Tsuka. À cela s'ajoute l'autonomie de Rommel. Ce dernier n'hésite pas à prendre l'initiative sans attendre les ordres du Führer. Ces deux facteurs expliquent principalement la défaite française. Merci Bertrand pour cette transition. Maintenant, nous allons aborder le comportement des civils pendant cette Seconde Guerre mondiale. Le comportement des civils français sous le régime de Pétain, un régime que vous connaissez, régime fasciste. La situation est loin d'être simple. L'historien Amouroux a affirmé qu'il y avait 40 millions de pétainistes, c'est-à-dire que selon lui, en France, il y avait 40 millions de collaborateurs, que les Français ont tous collaboré et accepté le régime de Pétain. Et effectivement, il y a eu des collaborateurs actifs. On peut, par exemple, citer le groupe des hussards, c'est-à-dire des intellectuels qui ont créé un lobby de soutien au maréchal. Après, est-ce qu'on peut globaliser en disant France fasciste, 40 millions de pétainistes ? C'est simplifier le problème et finalement le détourner. Olfus a sorti un film qui a été un véritable tournant. Et ce film était doublé d'un livre de Paxton, un historien américain, qui n'a pas été le premier à travailler, mais c'est une question historiographique assez large. Et ces deux éléments permettent de se rendre compte de la complexité de la situation. Donc, concernant le film de Dollfuss, il s'agit du chagrin et de la pitié. Le synopsis est relativement simple, c'est un film documentaire qui raconte l'occupation dans une ville de province. Cette ville de province, c'est Clermont-Ferrand. Et le réalisateur prend sa caméra et va à la rencontre de personnes qui ont connu l'occupation et leur demande de raconter l'occupation, leur occupation. Une des scènes les plus marquantes du film reste le moment où un industriel bourgeois
raconte que ce qui était le plus traumatisant pour lui pendant la guerre n'était pas tant le rationnement, le comportement barbare des nazis. Non. Pour lui, le plus traumatisant, c'était le fait de ne pas pouvoir fumer autant qu'il voulait. Il ne pouvait pas acheter ses cigarettes de manière régulière et donc fumer autant qu'il le désirait. Et ce documentaire a véritablement montré que pendant l'occupation, il n'y avait pas seulement des gens qui collaboraient activement, il y avait aussi des personnes qui, clairement, n'en avaient rien à faire. Les civils ont eu un comportement parfois ambigu, et Paxton, l'historien dont je viens de vous parler, l'historien américain, conclut, dans son livre « La France de Vichy », même les récalcitrants, parce qu'ils ne remettent pas en doute la légitimité du régime sans le vouloir, renforcent le flot des collaborateurs. Donc selon Paxton, ne rien faire, c'était collaborer. Il est dans une approche assez radicale, et on va la nuancer face à un historien français, Burin, qui sort en 1975 de la collaboration à l'accommodement, la France à l'heure allemande. C'est le premier ouvrage sur le comportement des Français pendant l'occupation et le régime pétainiste. Et c'est peut-être l'historien qui montre le plus subtilement, qui fait une typologie relativement complète et qui trouve un nouveau concept historique pour expliquer le comportement des Français, à savoir l'accommodement. Il y a un régime fasciste, on le sait, mais en même temps, on a des facteurs personnels qui font qu'on va être amené à collaborer, même contre sa volonté. On a une famille à nourrir, une entreprise à faire vivre, et finalement, qu'importe la personne avec qui on travaille, il n'y a pas forcément un accord politique, il y a à tout le moins des points d'intérêt communs. On peut juste penser au cas Renault, qui a été poursuivi par la justice, nationalisé après-guerre. Renault fait partie de ces personnes qui se sont accommodées du régime, qui ont travaillé pour les Allemands, pour faire vivre leur famille, pour faire pérenniser leur entreprise. Donc on voit bien que le comportement est ambigu. Certes, il y a 200 000 personnes qui sont parties de leur plein gré travailler en Allemagne pour les Allemands avec les Allemands. On a aussi les résistants d'un autre côté. On a cette énorme majorité de personnes entre deux qui finalement n'avaient pas grand-chose à faire. Merci Chloé pour avoir approfondi ce point, puisque c'est vrai que le rôle des civils n'est pas toujours bien abordé, que ce soit au lycée ou même plus tard en prépa, pour ceux qui sont en école de commerce maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre émission, qui traitera beaucoup plus du débarquement et donc de ces fameuses commémorations. Merci beaucoup.